bien. Bon, bah vous êtes chaud pour un petit résumé de chapitre, là pour moi, vraiment, c'est le meilleur chapitre du premier bouquin. L'histoire est visible à des kilomètres, mais je trouve que c'est vraiment... Déjà, c'est le mieux décrit, je trouve. Il y a vraiment beaucoup de descriptions. Ce que j'aime beaucoup, c'est la première fois qu'on rencontre un guerrier du chaos dans l'histoire. Parce que on a vu des mutants, on a vu des hérétiques, on a vu des cultistes, mais là, vraiment, on a guerrier du chaos ++, on a une bataille avec des armées, on a vraiment une armée qui attaque, donc on a vraiment quelque chose de super intéressant dans ce chapitre, et on a aussi la place, la dangerosité que prennent les hommes bêtes dès qu'on commence un peu à parler d'eux, parce qu'on a aussi un gros morceau des hommes bêtes ce soir, vu que pour l'instant, on a vraiment croisé que des mutants ou des hérétiques ou des cultistes dans les Gotrek et Félix, mis à part bien sûr le troll du chaos, l'un des agents aussi, mais involontaire entre guillemets, qu'on a vu dans le chapitre de Karakowipic. Donc voilà un petit peu ce qu'on a ce soir. Donc bonjour Tutube, bien sûr. 5e chapitre de Gotrek et Félix, et le chapitre s'appelle Des crânes pour le trône des crânes. Autrement dit, ce soir, on va parler de subtilité stratégique et de diplomatie intégrale de l'histoire de Gotrek et Félix. C'est faux. C'est faux. Donc, un petit peu pour nous remettre où nous en étions, voici le chemin qui est parcouru depuis donc 4 chapitres par nos héros de Gotrek et Félix. Une aventure Skaven, assurément, bien sûr. Ça va parler de consanguinité, c'est ça. Donc vous avez la bataille qui s'est passée, enfin les premières histoires, toute l'histoire avec les Vandiel, l'histoire qui s'est passée bien entendu à Karakowipic, le retour et la petite histoire avec le Gotrek, le coup de menhir qui s'est pris sur la tronche juste ici. Merci Fenrir pour ton 38e mois tiers 2, merci beaucoup à toi. Et ce soir, eh bien, comme vous le voyez, on a fait un tout petit avancé. La belle ligne droite, c'est ça. On a fait une toute petite avancée sur leur trajet. On a dépassé l'histoire de Frederiksborg. Donc, rappelez-vous ce qui s'est passé la semaine dernière. Frederiksborg, une petite bourgade impériale juste à côté du col du Feu Noir, qui était un petit peu gangrénée par des cultistes de Slaanesh. Et comme on l'a vu la semaine dernière, ça s'est arrêté un peu en chien de faïence. On sait juste, la dernière image, c'est Gotrek et Félix qui vont vers la taverne où il y a les cultistes. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Et là, le chapitre reprend. On a toujours un petit résumé de ce qui s'est passé. T'as vu l'épisode 4 sur YouTube, c'est normal? Oui, Suzuki, c'est toutes les 2 semaines. 2 épisodes qui sortent toutes les 2 semaines. Question d'être là pour les directs. Si tu n'as pas vu l'épisode 4, c'est pas très grave. C'est pas un spoil de continuer en avance. La seule chose, c'est que y a eu du grabuge à Frederiksborg et que le culte s'est fait piner. Voilà. Voilà. Gotrek et Félix ont piné le petit groupe. Et ce duo, alors attention, IA, attention, alors là, elle a fait un Gotrek, l'IA. Oh là là. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Il en a le slibard qui sort du pantalon, je ne sais pas pourquoi. Mais ah, j'ai adoré cette image, donc je l'ai gardée. C'est musculeux. Putain, c'est un stream pour Bob Lennon ici en fait. Félix a de la barbe, ouais, c'est l'IA. Me demandez pas. Ça prouve bien quand même que c'est un peu de la merde. J'aimerais que ce soit mon papa. Il est même pas nain, mais oui, je sais, mais voilà, que voulez-vous. J'ai trouvé ça extrêmement rigolo de voir ça comme ça. Cette barbe rousse, évidemment. Félix, il prend de la testostérone entre 2 lives. Ah, mais franchement, j'y peux rien. Hein. Franchement, j'y peux rien. Donc, la seule chose que l'on sait, c'est que le chapitre commence par Gotrek et Félix qui sont à la taverne. Et que, bien évidemment, ils décident de ne pas rester sur les chemins. Bien entendu, ils ont un peu trop peur des autorités, entre guillemets. Et ils décident tout simplement de couper. C'est une très bonne idée dans l'Empire, hein, de couper par les bois et les chemins détournés pour ne pas rester sur le sentier de l'Empire.
On sait tous que c'est une excellente idée de faire ça dans l'Empire. Même d'ailleurs n'importe où ailleurs. La forêt est tellement plus sûre. Voilà, c'est exactement ça. Et justement, Gotrek et Félix quittent, entre guillemets, les chemins pavés de l'Empire qui mènent à Nuln, parce que c'est leur destination, encore une fois. La chose qui est expliquée, c'est est-ce que c'est vraiment la motivation de ramener l'épée dans l'ordre de chevalerie qui se trouve à Nuln? Est-ce que c'est parce qu'il a de la famille, apparemment, Félix a de la famille là-bas, ou simplement parce que c'est sur leur chemin, en remontant au nord. On a voilà, des petits trailers annoncés par Félix sur ce qu'on pourrait trouver sur Nuln, mais ils n'y sont pas encore. Ils viennent à peine de traverser un petit quart du Wissenland, et ils se dirigent en effet vers cette capitale, mais ils en sont encore très loin. L'amour des champignons, c'est exactement ça. Dangereux la forêt, il pourrait croiser un elfe. Attention à ce que tu dis, toi. Devrait y avoir un parcours GR. Putain, les GR de l'Empire, mais jamais j'y fous les pieds. Donc, le roman commence, non pas par le point de vue de Gotrek et Félix, parce que là, ce que je viens de vous résumer, c'est l'espèce de petit aparté qu'il y a à chaque début de chapitre. On va commencer ce chapitre par le point de vue d'une gosse. Le point de vue d'une gosse, c'était pas cette image que je voulais montrer, c'est pas grave. Elle est où l'autre image de la gosse? Elle est là. Elle est là, la gamine. Elle est là. Clac, voilà. Non, on spoil pas, on spoil pas. C'est pas du spoil, c'est pas du spoil, c'est pas du spoil, c'est pas du spoil, c'est pas du spoil. C'est juste un misclick. Vous êtes diplomate et vous le sentez mal. Les négos tournent mal et vous vous sentez cornisé. Faites appel au gros trek. Oui, j'ai fait une maf, désolé, c'est pas grave. Donc, qui est cette jeune fille? Qui est cette gamine? C'est une gamine d'une dizaine d'années. Alors, vous comprendrez que j'ai représenté sur l'IA une gamine d'une douzaine d'années, un peu plus, voire d'entre 12 et 14 ans en mode paysanne. Parce que si tu demandes à l'IA de te représenter une petite fille, mais genre, tu sais, de 7-8 ans, ça devient très cringe ce que propose l'IA. Mais genre vraiment très très cringe. Pour l'IA, une petite fille de 8 ans ou de 7 ans, ça doit être une poupée de porcelaine. Il n'y a rien de plus flippé, hein, on est d'accord, qu'une poupée de porcelaine. Je vis dans une ville où il y a littéralement un musée entier de ces saloperies. Donc, non, voilà. Hein, la gamine a 8 ans, mais elle aura cette tête-là pour la soirée. Parce que fuck off. Et j'ai pas eu le courage de la dessiner. Elle est propre et nickel pour une paysanne. Je lui ai demandé d'être une paysanne hein, sur l'IA. L'IA ne comprend pas le principe de saleté. Hein. Jack Langvalig, c'est dégueulasse, Jérémy, c'est dégueulasse. Qui est cette gamine? Cette gamine s'appelle Kat. C'est comme ça qu'elle se surnomme. Et Kat est cachée dans des décombres. Voilà comment commence le chapitre. Elle est dans une espèce de baraque qui a pris à moitié feu, dans un village intégralement dévasté et brûlé jusqu'au dernier morceau de bois. C'est cliché histo, les paysans sales H24. Oui, merci Archange, je suis un peu au courant. Salut Chine, j'espère que tu vas bien, moi aussi. Et justement, Kat, gamine de 8 ans dans le monde de Warhammer, a passé l'une des pires nuits de sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle a vu, et vraiment le roman t'en balance plein la gueule, la gamine a vu le massacre intégral de tout son village par des hommes bêtes. Voilà. Alors, c'est quoi les hommes bêtes? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi les hommes bêtes? Voilà ce qu'est un homme bête. Pour l'instant, dans les Gotrek et Félix, si vous me suivez depuis le début, on a vu des mutants, donc des humains qui ont subi des mutations. On a vu des cultistes, des gens qui aiment bien le chaos mais un peu cachés. On a vu des hérétiques, pareil, hein, qui sont des gens qui renient leur foi pour les puissances du chaos. Et on a vu une force du chaos véritable, on a vu un troll du chaos. Mais un troll du chaos un petit peu boosté par... D'ailleurs, merci Chine pour le follow, j'avais pas vu. Boosté par une espèce d'amulette. Ça, ce sont les vrais enfants du chaos. Il y a un peu plus de 7000 ans,
des portails qui menaient à différents mondes par la grande race qui a créé cette planète comme elle est, qui n'étaient pas des servants du chaos, bien au-delà, c'était des grands ennemis du chaos qui s'appelaient les Anciens. Eh bien, ces portails ont explosé par un procédé inconnu, et sur le monde s'est déversé en une seule vague les énergies du chaos. Et les forces qui n'étaient pas à l'abri sous terre, protégées par de la magie, simplement errant dans le monde, ont muté. Ils sont devenus les enfants du chaos, ils sont devenus des hommes bêtes. Et les hommes bêtes, s'il y a une définition chaotique de la destruction, ce serait eux. Du pillage, de l'anti-civilisation, c'est eux. C'est les hommes bêtes. Un homme bête, c'est costaud. Hein. Un homme bête, tu en as plusieurs versions, bien sûr. Ce soir, on va beaucoup parler de gore. Les gores sont les hommes bêtes les plus répandus. Ce sont des créatures, vous le voyez, hein, c'est la taille d'un gore naturel. Hein, ça, c'est plus grand qu'un humain, plus costaud qu'un humain, plus rapide qu'un humain. C'est une violence incarnée. C'est assez bête, c'est primal en tout cas. C'est même pas bête, mais c'est primal. Ça ne respecte qu'une seule chose, c'est la force. C'est des enfants du chaos. Ce sont donc même pas vraiment des mutants, ce sont vraiment des créatures qui vénèrent le chaos, qui servent le chaos par leur propre volonté, et ce sont des armées entières. Techniquement, quand vous êtes dans le monde de Warhammer et vous quittez les sentiers battus, ou que Morse Libre se lève, donc la fameuse lune verte, vous avez vu dans le premier épisode, et que la Gemnisnacht se répand, donc la nuit des mystères, toutes les forêts du monde ressemblent à... Enfin, ont ça dedans. Voilà. C'est con comme une chèvre et tout aussi vicieux. On pourrait dire ça. À la base, avant la mutation, c'était des hommes. Alors, véritablement, on ne sait pas, c'est tout mélangé. C'est tout mélangé. C'est des animaux aussi qui ont muté. Parce que les hommes bêtes, Games Workshop nous les représente par des satyres, en fait, hein, des boucs mélangés à des humains. Mais techniquement, hein, vous êtes collectionneur, voulez-vous faire une armée d'hommes serpents, vous êtes libre. Voilà, vous avez littéralement le droit de le faire. Parce que les hommes bêtes, techniquement, ils n'ont pas toujours la tête de satyre. Ils ont le droit d'être un peu n'importe quoi. C'est juste de la mutation. Voilà, c'est dégueulasse. Hein, mais c'est pas des mutants... comment dire, ce sont pas des mutants qui évoluent. Certes, ils peuvent gagner en puissance et en grandeur, mais ils n'évoluent pas comme un truc qui a des tentacules qui poussent toutes les 5 minutes. On a des exemples d'hommes tigres à Kourèche. Oui, mais on a plein de trucs. Hein. On a des hommes poissons, on a des hommes serpents, on a vraiment plein de trucs. Et donc, la gamine... La gamine a vu son village intégral, ses parents, enfin les gens qui l'ont recueilli, parce qu'on va comprendre un peu qui est Kat plus tard, les soldats qui protégeaient cet endroit, et aussi le château qui était à côté de son village, se faire défoncer la gueule en une nuit par une armée intégrale de ces trucs-là. Et j'ai bien dit, une armée. Des centaines d'hommes bêtes, ainsi que des mutants, ont attaqué son village et l'ont entièrement détruit. Est-ce qu'il y a des hommes patates ou des hommes carottes? Bien sûr, pour ceux qui ont la ref, évidemment. Donc déjà, mentalement, la gamine costaude. Voilà. Parce que qui se serait pas chier dessus jusqu'à la mort. Non, c'est une gamine de Warhammer, hein, donc elle a 8 ans, mais ça va. Tu vois, ça va. Elle a vu ça, mais ça va. Bon, elle est complètement... Legman, elle est complètement PTSD, hein, elle est complètement apeurée, terrifiée. Et justement, comme je viens de le dire, elle a survécu à cette nuit. Pourquoi? Parce que durant la nuit, l'un des chefs des hommes bêtes... Alors, très compliqué à l'IA de me représenter un homme bête, donc je vais vous montrer un peu ce qu'elle m'a sorti. Je lui demande un homme bête aveugle avec une grosse masse... Et elle me sort ça. Donc je trouve que ça représente quand même bien un mutant, donc on va la garder. Un espèce d'homme bête avec des yeux vides, des orbites vides, ou aveugles en tout cas, armé d'une énorme massue, a voulu la mettre à mort, comme toute créature dans ce village. Cependant... Ah pardon, j'ai oublié. Cependant, le coup de masse de cet homme bête a été arrêté par une femme. Et cette femme
c'est elle. Une femme en armure noire, une femme qui a tout simplement saisi l'arme de son homme bête et l'a envoyé affronter quelque chose d'autre plus loin. Une femme qui semble commander aux hommes bêtes. Et Owen sort de ce corps. Non, pas vraiment, non. Elle soulève une très belle épée, bien sûr, évidemment. Et un pendentif en forme d'œil sur le front de l'homme bête. Oui, mais j'ai pas le temps de vous faire tous les détails, Metaliquid. Merci pour les tout petits détails, mais voilà, on est là pour présenter le chapitre le plus long, donc on va faire comme on peut. Girl Power, exactement. C'est la seule chose qu'a vu Kat. C'est la chose qu'a vu Kat. Elle s'est cachée après et a survécu à cette attaque. Et avec les premières lueurs de soleil, elle entend à nouveau dans le village des grognements. Et là, elle se fait un film complet en se disant « Une créature va me choper, ça y est, c'est fini, j'ai réussi à me cacher, mais c'est pas grave, il y en a une dernière qui va venir et qui va me bouffer. » Et elle va tomber, en sortant de sa cachette pour essayer de s'enfuir, sur la pire créature du monde, un nain. Je voulais faire un dessin, mais je me suis dit, non mais c'est bon, il en a déjà bien assez pris, Gotrek. Salaud, voilà, tu vois. Voilà, tu vois. C'est bon, voilà, ça y est tout de suite. Un roux. Tout ça pour faire réagir le chat. Alors vraiment, hein, je ne mens pas. C'est vraiment ce qui est décrit dans le roman. Lorsqu'elle sort, elle se dit « Oh mon Dieu, une bête immonde !» Elle voit Gotrek. Je rappelle que la gamine a 8 ans. Elle tombe sur Gotrek, tout à fait. Voilà, c'est ça. Un huissier, mais la blague est valide. La blague est valide aussi. Un torse si huileux. Oui, c'est une IA que j'ai sortie la semaine dernière, mais j'aime beaucoup cette IA. Et donc, Gotrek, bien évidemment accompagné de Félix, sont en fait en train de vérifier ce qui s'est passé dans ce village. Un village qui, comme je vous l'ai dit, a été intégralement détruit. C'est pas vraiment ça qui est le plus choquant. Alors certes, c'est terrifiant. Pourquoi c'est terrifiant? Parce que Félix, Gotrek et Kat comprennent ce qui s'est passé dans ce village. Kat parce qu'elle l'a vu, Gotrek et Félix parce qu'ils ont trouvé l'explication. Au centre de ce village, enfin dans le village, il n'y a aucun cadavre. Le village comptait plusieurs centaines d'habitants. Hein. Le village qui s'appelle Kleindorf, K-L-E-I-N-D-O-R-F, Kleindorf, avec ses quelques centaines d'habitants, n'a aucun corps dans tous ces débris. La seule chose que Gotrek et Félix ont trouvé, c'est les restes d'un immense bûcher sur le centre de la place et beaucoup d'ossements. Et Kat a tout vu. La gamine a absolument tout vu. Le grand pot-au-feu. Ah là, littéralement, là, oui. Let's go barbecue. Exactement comme tout le monde ce soir, bien sûr, dans ce week-end prolongé. Merci Eddy, merci énormément pour tes 5 subs offerts à la commu. Merci beaucoup de ton soutien. N'hésitez pas à faire comme Eddy, ça fait vraiment du bien. Donc, Kleindorf a malheureusement connu le ravage du chaos. Kat va leur expliquer ce qu'elle a vu. Elle va leur expliquer les massacres qu'elle a vus. Les hommes bêtes attaquant, elle va se dire mais c'est bizarre, le Seigneur n'est pas venu nous aider. Au-dessus de Kleindorf, il y a un château fort, hein, un château fortifié. Le baron, le comte, n'est pas descendu avec ses hommes défendre le village. Kat en est un petit peu surprise, mais Kat comprend que de toute façon, tout a été détruit. Gotrek et Félix vont donc prendre cette fille avec eux, littéralement un petit peu quitter la ruine qui est devenue Kleindorf, et vont s'écarter un petit peu de cet endroit. Gotrek n'est pas super chaud de protéger cette gamine, et c'est en fait pas Félix qui va le motiver à protéger cette gamine au moins jusqu'au village suivant. C'est que Kat, la petite fille de 8 ans, je le rappelle encore, va très vite comprendre le point de vue de Gotrek, et va lui expliquer que oui mais
la horde, elle allait vers l'autre village. Donc si on y va, les méchants, ils sont là-bas. Gotrek a dit, je signe, on y va. Le mec est simple, hein. Le mec est simple, franchement. Même une gamine de 8 ans arrive à le contrôler, en fait. J'adore. Je trouve ça génial. Faut pas sous-estimer les gosses. Ah ben complètement Hunter, complètement. Donc, bien sûr, ils vont accompagner Kat, même si Gotrek fait semblant de ne pas s'occuper de la petite fille, il accepte complètement le fait qu'ils la suivent et tous les trois se dirigent donc vers le village suivant. Kat, son vrai nom, Katerina, se dirige donc vers Flensburg, un des villages un petit peu isolés du Wissenland, au bord d'une rivière, un village fortifié. Un village par contre qui n'a pas de château. Le château de Kleindorf, le château donc de la ville qui vient d'être tombé la nuit dernière, quand Gotrek et Félix passent devant, le château est détruit. Le château a été pillé et détruit, embrasé par la fureur de la guerre. Qu'est-ce qui a pu se passer ici? Le château avait l'air ultra solide. Qu'est-ce qui a pu se passer ici? Ça, Kat n'a pas eu le temps de le voir. Et donc, feu de camp. Et je pense que c'était la dernière fois où je ferai des IA en style réaliste. Parce que je trouve que le style comics, je trouve que ça marche super bien. Je trouve que je suis un fan de comics de base. Je trouve vraiment que c'est un style que j'adore. Mais c'est quoi ce Félix? Mais c'est pas moi qui choisis, bordel de merde. Un limon, un feu en pleine forêt, ben voyons. Respawn des monstres du coup, c'est ça, c'est ça. Félix en Homelander. Oh, mais oui, c'est vrai. Au secours. Ah, d'ailleurs, il a pas sa cape rouge. Il y a de merde. Si on faisait un feu dans la forêt, c'est discret. Bah, c'est surtout le Gotrek qui est goat. Le Gotrek est goat quand même. Reste dans ce genre. Ouais, alors j'en ai mis encore des IA réalistes, mais je pense que je vais rester en comics après parce que j'aime beaucoup. Surtout là, je vous en ai préparé 2-3 des comics, elles sont vraiment sympas. Gotrek qui gagne en largeur d'épaule à chaque image. Mais ouais, j'adore. Mais j'adore. J'adore l'image. Et donc, durant ce feu de camp, durant cette nuit, il y aura une grande discussion entre justement Gotrek et Félix, avec tout ce que je viens de vous expliquer sur les hommes-bêtes. On a vraiment la présentation des hommes-bêtes, parce que Kat leur explique bien que ce ne sont pas des hommes ou des mutants, des créatures difformes qui ont attaqué, mais vraiment des créatures intelligentes, et surtout des créatures qui étaient soumises et qui suivaient des ordres d'une femme en armure noire, du haut d'un cheval noir. Il n'y a pas grand-chose qui peut contrôler des hommes-bêtes. Il y a très peu de choses qui peuvent contrôler des hommes-bêtes, comme l'explique Gotrek. Mis à part un champion du chaos, c'est-à-dire non pas un cultiste qui se cache, mais quelqu'un qui a vendu son âme au chaos. Quelqu'un qui n'est même plus vivant. Quelqu'un qui, en échange de puissance, a vendu son âme et a fait justement des épreuves pour gagner en puissance et en importance. C'est ce que décrit Kat en parlant de la femme qui a ordonné à l'homme bête de ne pas la tuer. Et c'est là qu'on passe au point de vue dans le roman de cette femme. Alors, cette femme, la scène qui se passe, le niveau d'hérésie explose. Ah oui, là on y est, là on y est. Cette femme, elle a un prénom. Et on va avoir toute son histoire. Et je trouve que c'est vraiment une histoire de guerrier du chaos, surtout pour une femme. Vous vous rendez compte quand même que dans les Gotrek et Félix, le premier guerrier du chaos qu'on rencontre, donc un humain qui a vendu son âme pour un objectif au dieu du chaos, c'est une femme. On est en 99, hein. Moi j'adore. Moi j'adore. Un peu précurseur, moi j'aime bien ça. Parce que c'est. Alors là aussi, hein, j'ai eu des versions IA Netflix. Au secours. Là, j'étais très content d'avoir réussi à avoir celle-là. Cette woke culture me tue vite sur Twitter. Ça n'existe plus, Twitter. Ça fait plaisir de voir de bonnes idées. Franchement, c'était cool. Ces femmes, ces hérétiques, bien évidemment. Alors, la scène se passe, celle que je vais vous décrire, elle se passe devant un autel dressé en pierre dans la forêt,
avec 2 têtes coupées autour de l'autel. Sur l'autel, une mare de sang totale et les morceaux des cadavres des 2 têtes, découpés en fines lamelles, sont étendus dans la mare de sang. Vous comprenez que l'IA n'a pas voulu les faire. Et justement... Donc voilà, hein, vous avez droit à mon talent, bien évidemment. Et justement, à cet hôtel se trouvent 2 personnes. Doit-on appeler la banque du sang? C'est littéralement ça. Il y a presque du mieux. Fallait pas dire sang, mais flaque d'eau rouge pourpre. Ouais, mais même, ça marche pas. Les têtes coupées, il a pas voulu l'IA. On parle steak tartare, exactement, Sol. Devant cet hôtel, il y a justement cette jeune femme brune, en train d'admirer les 2 têtes tranchées qu'elle vient de tuer, enfin qu'elle a tuées la nuit d'avant. Propre la croix du chaos. Je suis très fier de mon étoile à 8 branches du chaos. Heureusement que j'ai fini mes crêpes. On comprend qui sont les personnes décapitées. Justine, c'est le prénom de cette fille, a réussi une espèce de vengeance la nuit dernière en prenant et en détruisant la ville de Kleindorf, la bourgade de Kleindorf. Dans le château se trouvaient 2 personnes. Se trouvait le comte Kleindorf, et son fils, Hugo. En ayant laissé ses hommes bêtes ravager le village et en emmenant ses hommes bêtes les plus puissants avec elle, elle a pris le château et a tué, dans la chambre du seigneur, le père et son fils, le comte et Hugo, le fils du comte. Lorsqu'elle les a tués, elle les a amenés, enfin, elle les a poussés, ils se sont enfuis, pris par surprise par la violence de l'attaque. Ils se sont enfuis et elle les a tués tous les 2 dans la chambre du seigneur. En tout cas, surtout la chambre de Hugo, la chambre du fils. Et elle nous décrit, tout s'est terminé là où tout a commencé il y a 8 ans. Il y a 7 ans exactement. Donc tu comprends qu'il y a un bisbis, il y a eu un bisbis entre Hugo et elle il y a 7 ans. Pour l'instant, t'en sais pas plus. Et justement, lorsqu'elle admire ce qu'elle voit, on a un petit peu une espèce de descriptif en vertical. On commence par le bas, on voit les corps, on a sa pensée dans le passé. Et là, on voit un peu plus haut dans la description. Et face à elle, dans une espèce d'ombre nuageuse, mais comme si le nuage ou le brouillard était composé de sang, on sait que Justine parle à ni plus ni moins qu'un prince démon. Autour d'elle, devant son hôtel, une armée intégrale d'hommes-bêtes regarde. Justine est une guerrière du chaos, même plus, c'est une championne du chaos, et elle est en train de discuter, de parler d'une espèce de prophétie au prince démon à qui elle a vendu son âme. Le prince démon s'appelle Kazakital et c'est un prince démon de cornes. C'est quoi un prince démon? Pour ceux qui ne connaissent pas. Le monde de Warhammer, c'est un monde horrible, immonde et dégueulasse. Et dans certaines des pires entités qu'on pourrait trouver sur Terre et au-delà, ce sont certainement les princes démons. Pourquoi? Parce que les princes démons ne sont pas des démons à part entière, ce ne sont pas des émanescences du pouvoir des dieux du chaos qui sont les futurs destructeurs du monde, ceux qui vont tout faire pour détruire le monde. Non. Les princes démons, ce sont des mortels, donc des humains, des elfes, d'autres créatures encore, qui ont vendu leur âme au chaos, donc qui ont rejoint le grand ennemi, et qui ont réussi à survivre jusqu'à atteindre le statut ultime. Le chaos te fait miroiter tellement de choses magnifiques, l'immortalité, la puissance, la connaissance totale, tout est débridé dans le chaos, sauf qu'il n'y en a que 1 pour 1 million. Un seul sur 1 million de champions du chaos arrivera au statut de prince démon.
Pourquoi? Parce que lorsque tu atteins ce statut, lorsque tu as vraiment réussi à abattre tous tes ennemis, à ne jamais avoir connu la défaite, eh bien tu deviens un immortel. Tu n'es plus un humain, ou en tout cas tu n'es plus mortel, tu deviens un prince démon. Tu deviens toi-même démoniaque. C'est-à-dire qu'on ne peut plus te tuer, comme les démons. Si on détruit ton corps, tu es renvoyé dans les terres, donc dans les royaumes du chaos, et tu reviendras plus tard. Et donc, face à elle se tient l'un des anciens champions du chaos, c'est-à-dire un prince démon. Et tu comprends que c'est lui qui la chaperonne. Voilà, c'est lui qui l'a attiré dans le chaos, mais c'est surtout lui qui a son âme. Et il fait tout, justement, pour que sa championne continue son ascension. Parce qu'on comprend bien sûr que ce prince démon, il fait pas ça par altruisme ou par amour ou quoi que ce soit. C'est un prince démon, il n'en a rien à foutre des autres, il ne pense qu'à lui-même. Même les dieux, techniquement, voilà. Non, il est en train de manipuler cette femme pour voir si elle atteindra ou pas le statut de prince démon. Et Justine lui ment. On a la discussion qui se passe entre les deux. Justine est en train de lui dire... Tous les habitants du village sont morts. Tous les habitants de Kleindorf sont morts. Et tu peux pas mentir à un démon qui a ton âme. C'est pas possible. Tu ne peux pas mentir à un prince démon, surtout si tu l'invoques. Et donc le prince démon va très rapidement lui faire comprendre qu'il sait qu'elle ment. Il y a une survivante. Kat, la gamine qui a été épargnée par Justine. Pourquoi elle l'a épargnée? Ça, on ne le sait pas encore. Justine va donc promettre à Kazakital, le prince démon, que elle abattra cette fille parce qu'elle en a reçu l'ordre. Mais en fait, Justine a obtenu déjà ce qu'elle voulait. Elle voulait se venger de Hugo et de son père. Elle l'a fait. Et cette gamine, pour l'instant, tu comprends peut-être qu'elle l'a épargnée parce que c'est une gamine. Elle n'a pas d'importance. Le prince démon n'est pas d'accord avec ça. Il lui dit, va la battre, trouve-la et tue-la. Bon, très bien. Le démon n'est pas physiquement sur Terre, il est invoqué. Et une fois qu'il est désinvoqué, qu'il repart dans les terres, Justine va donc se caler dans son trône, au milieu de ses hommes bêtes, et va un petit peu maugréer sur son destin. Face à elle, son armée d'hommes bêtes lui est soumise. Il y a très très peu d'humains dans l'histoire de Warhammer qui a réussi, en tout cas d'humains mortels, qui ont réussi à se faire obéir par des hommes bêtes. Les hommes bêtes ne respectent que la force, donc tu comprends que si elle est obéie, c'est qu'elle est forte. Elle est très forte. Les hommes bêtes, ce sont des puissances énormes. Hein. Il y a des minotaures dans les hommes bêtes, il y a des seigneurs des bêtes, il y a des créatures vraiment très puissantes. Si elle commande, c'est qu'elle est plus forte que tout le monde. Alors, certes, hein, elle explique un petit peu que elle a des lieutenants dans son armée qui pourraient peut-être la renverser un jour. Alors, je vais vous les citer, même s'ils n'ont pas une énorme importance, mais quand même. On a donc Agal, qui est l'un des chefs de guerre, Gore, qui est pas très content d'être dominé par une femelle, mais bon, pour l'instant, qui n'est pas assez fort pour la renverser. On a Lurgar qui a un homme bête à tête de taureau. C'est pas décrit comme un minotaure, mais c'est un homme bête décrit à tête de taureau, qui n'est juste là que pour le sang. Il y a Grind, qui est un vieux chaman, qui lui aussi, lui n'a pas vraiment de... Justine n'arrive pas à avoir de lecture sur lui. Est-ce qu'il lui est loyal ou est-ce que simplement il est soumis? Et il y a Malor le Gris, qui est à peine décrit, ainsi que Triel l'aveugle, qui est donc l'homme bête qui a failli tuer Kat la nuit dernière. Faut-il les plus forts physiquement, ils reconnaissent la puissance magique d'un chef. La seule chose qui, chez les hommes bêtes, n'a pas besoin de puissance physique pour être dominant, ce sont les chamans. Mais Justine n'est pas chamane. Elle est guerrière. Donc tu comprends qu'elle est costaud, la gamine. Donc après cette espèce de petit échange avec ses yeux, juste pour décrire qu'elle est plus forte que tout le monde dans son armée, elle donne certains ordres. Pour chasser cette gamine, elle ne doit pas être très loin de Kleindorf, comme son armée. Trouvez-la moi, ramenez-la moi, tuez-la. Voilà. C'est un petit peu les ordres de Justine. Pour l'instant, on n'en saura pas plus sur ce personnage.
Merci Malnarion, merci beaucoup pour le 24e mois de sub, merci beaucoup. C'est bon Malnarion, il n'y a pas vraiment de spoil sur ce qui s'est passé la semaine dernière, ne t'en fais pas. Donc voilà, j'en avais plein d'autres sur le démon, mais on verra. On irait une armure d'Edric. C'est compliqué d'avoir une armure du chaos sur les IA aussi. C'est pour ça qu'après, franchement là, je pense que c'est les derniers que je vous fais en mode comme ça. C'est la dernière session que je vous fais en mode comme ça. Je pense que je vais full passer en comics derrière. Parce que en plus j'adore le style. Donc on fera comme ça. Le lendemain matin, à leur petit campement, Gotrek et Félix vont se faire réveiller. Alors, surtout Félix. Gotrek, c'est lui qui réveille tout le monde. Des hommes bêtes approchent. Des hommes bêtes approchent. Le Félix va en quelques secondes connaître la peur, la terreur. Il va voir Kat terrorisée mais survivante de ce qui s'est passé la nuit dernière. Et tout d'un coup, face à eux, va sortir des bois avec plusieurs douzaines d'hommes bêtes. Je vous mets l'autre image parce que j'en ai pas beaucoup d'autres. Du fameux homme bête aveugle tenant un espèce de gros chien du chaos, donc un chien muté, armé de son énorme masse d'armes, face à Gotrek, Félix et Kat. Vous comprenez donc que c'est le lieutenant Triel l'aveugle qui est là. Avec lui, plusieurs dizaines d'hommes bêtes. Et après une espèce de descriptif où Félix, pendant quelques secondes, cède à la terreur pour finalement tout de suite se remettre et se préparer en... Il le dit, mentalement, il dit « je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer ». Pas pour protéger la gamine, mais surtout pour survivre. On a un descriptif du bourrinisme des deux personnages. C'est un chien d'aveugle du chaos, c'est ça, Aurora 9. C'est ça, exactement. On dirait un raider de Fallout. Ouais, un peu, ouais. Le duo va massacrer les hommes bêtes. Mais vraiment, vraiment. Là, je sais pas ce qui se passe du point de vue de William King, mais alors qu'il décrit les hommes bêtes comme supérieurs aux mutants, ils se font défoncer. Vraiment. Gotrek et Félix comprennent que la gamine est un petit peu leur objectif, qu'ils sont seulement sur le chemin. Mais voilà. Le duo fait ultra mal. Il y aura bien sûr quelques fugitifs des hommes bêtes une fois qu'ils voient leur chef se faire défoncer et le contingent se faire repousser par deux mecs, un nain et un humain. Ouais, ils ont monté de niveau, c'est ça. Il y aura quelques survivants des hommes bêtes qui vont s'enfuir dans les bois, que Gotrek et Félix vont laisser partir, parce que bien sûr tu poursuis pas les hommes bêtes dans les bois seuls, alors que tu sais qu'il y a une énorme harde qui traîne dans le coin. Mais voilà, ils se sont rochons de se faire réveiller, littéralement. Comprenant que la gamine est en danger et surtout que la horde avance, Gotrek et Félix continuent, reprennent leur chemin en laissant quelques hommes bêtes s'enfuir. Après ce combat dantesque, oserais-je dire, après ce combat dantesque, attendez, je cherche mon image. Hop, excusez-moi, voilà. Après ce combat dantesque, il y aura un petit échange entre Félix et Kat. Et Félix, alors encore une fois, c'est une gamine de 8 ans, de 7-8 ans. Frapper un aveugle comme c'est moche, c'est un homme bête, aucune pitié. Kat va un petit peu parler à Félix en lui disant « Waouh, mais en fait, vous êtes des héros tous les deux. Vous êtes un peu comme les grands chevaliers qu'on entend dans les histoires. » Et Félix va avoir une espèce de petite... de petit brainstorming, une petite vérité qui sort de sa bouche, surtout de son point de vue. Il explique à Kat que, non, c'est pas un héros du tout, lui, Félix. Gotrek est un héros. Alors, il est très clair qu'il a dû prendre un coup sur la tête, Félix, à un moment ou un autre, pour rappeler un héros, mais bon, que voulez-vous. Mais il explique que Gotrek est vraiment le héros. Lui, il a juste combattu que pour sauver sa vie, en fait. Et Kat le regarde en disant, mais non, pas vrai, je t'ai vu.
Et un petit peu comme si une gamine de 7 ans pouvait, pouvait arriver à te lire, quoi. Oui, je sais, les strikes sur les nains, j'aime bien. Et, euh, et Félix va commencer un peu à croire ce que lui dit cette gamine, du genre, mais non, mais je t'ai vu, t'as eu peur, et au final, en fait, tu t'es battu, et tu t'es battu vaillamment, t'étais un énorme combattant, Gotrek aussi, c'est un héros, mais toi, t'en es un aussi. Et il va y avoir une espèce de petite introspection de Félix en se disant ah, mais en fait, c'est peut-être vrai, en fait, ce qu'elle dit. Et il y a une espèce de petite, voilà, une petite introspection de Félix en se disant peut-être que je changerais le titre des romans, alors. Peut-être que j'appellerais la saga de Gotrek et Félix. Et au final, il fait non, 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 je ne change pas le nom. Les titres seront Mes voyages avec Gotrek. Et puis voilà, je vais rester un petit peu qui je suis à ma place. C'est-à-dire un simple humain qui suit un héros des nains. Et donc, en continuant d'avancer à travers les bois, une flèche va voler, quelques heures plus tard, en direction de la tête de Gotrek, et qui va se figer dans un arbre juste à côté de lui. Bien évidemment, ça va faire péter un câble au nain, du genre « Wesh, vous vous prenez pour qui ?» Et justement, face à lui, vont sortir un espèce de groupe, un peu hétéroclite, d'hommes et de femmes, recouverts un peu de laine ou de tissu vert, un peu en mode chasseur humain, il va croiser des humains, qui vont se présenter, enfin surtout qui vont les menacer bien sûr, hein, qu'est-ce que vous faites ici? Faramir, non c'est pas Faramir, non non non. Et très rapidement Gotrek va les incendier du genre « Ah mais wesh, tu te prends pour qui, espèce de sale elfe, à me tirer dessus comme ça ?» Les humains vont un peu se foutre de sa gueule en disant « Mais il se prend pour qui celui-là, qu'est-ce que t'es chez nous, calme-toi » Merci Dark Valérian pour ton 9e mois de sub, merci beaucoup à toi. Et c'est bien entendu Félix, avec son charisme et son éloquence, qui va tout de suite un petit peu calmer les choses en se présentant, en présentant surtout Kat, en montant Kat, la gamine, qui va être reconnue par quelqu'un en face. Un homme qui se fait appeler Messner, qui est un chasseur du duc, donc le seigneur au-dessus du comte Klein, celui qui est mort la nuit dernière. Bertrand Hugo et Guy, c'est ça. Et donc, ce groupe d'archers, ce groupe de chasseurs, véritablement, sont des membres de Flensburg, donc la ville, dans la bourgade vers laquelle se dirigent Gotrek et Félix. Messner est un petit peu une espèce de patriarche du contingent. Pourquoi? Parce qu'il donne des ordres très rapidement. Gotrek, Félix et Kat, vu qu'il reconnaît la gamine, vont être vus comme des alliés. Messner va leur demander ce qui s'est passé, d'où ils viennent, pourquoi vous avez cette gamine, vous l'avez enlevée. Et Kat va leur expliquer, avec son innocence de son enfance, que le village d'où elle vient a été détruit. Et Gotrek et Félix vont lui dire oui, c'est vrai, tout est détruit, même le château. Bon, Messner, il connaît le territoire. C'est un chasseur vétéran du territoire. C'est, comme je l'ai dit, plutôt un patriarche du village. Il donne des ordres. Il va pas très bien croire ces deux étrangers. Il ne les connaît pas après tout. Et donc il va prendre tout de suite des décisions. Protéger la gamine, bien sûr, parce qu'elle, il la connaît. Et ben, on a un village qui vient d'être détruit, c'est quand même pas n'importe quoi. Il va donner 3 ordres. Il va demander à un de ses archers d'aller voir ce qui s'est passé à Kleindorf. Pardon. Il va l'envoyer donc en éclaireur voir ce qui s'est passé au village. Ce personnage s'appelle Rolf. Il va envoyer 2 autres, dont une femme, j'ai pas noté le nom donc c'est pas très grave. En même temps c'est une femme. Ah ouais, allez-y, j'assume. Voilà, c'est facile. Il va envoyer ce doublon, non pas vers le village d'où il vient, de la bourgade d'où il vient, mais il va les envoyer vers le duc, à son château, à plusieurs heures de marche, pour aller annoncer la chute de Kleindorf. Et donc peut-être Flensburg va avoir des problèmes. Et derrière, bah, il va accompagner tout le monde à son village. Femme nommée, c'est suffisant, il faut pas déconner. Oui, on est en 99. Et donc, son village ressemble à peu près à ça. Encore une fois, c'est de la description d'IA, hein, bien évidemment. Attendez, j'enlève quelques images. Hop, pour éviter que ça soit trop surchargé. Clac, clac, ça devrait aller. Hop, voilà.
Flensburg, donc le village que découvrent Gotrek et Félix, est un village de bûcherons. Alors tu vas me dire, oh là, c'est quoi ce patelin d'ivrogne canadien à boire du sirop d'érable? C'est faux, hein, on va se calmer tout de suite. Félix, voyant ce village, je rappelle que Félix est un citadin, il le rappelle aussi dans le roman à ce moment-là, et tu comprends en fait que le point de vue qu'il a des bûcherons, et donc des gens qui vivent loin des cités fortifiées, cachés dans les bois, c'est certainement les plus grosses coronesses des humains du monde. Parce qu'il sait ce qui se cache dans les bois, il est érudit, hein, Félix. Être un village de bûcherons au milieu de la Dragwald ou de la Ragwald, c'est pas n'importe quoi. C'est être un village qui peut, d'une nuit à l'autre, se faire ravager par des hommes bêtes. C'est être un village qui n'a pas de protection de chevalerie lourde, qui n'a pas d'artillerie, qui n'a quasiment même pas d'armes à feu. Donc quand il arrive, Félix ainsi que Gotrek, ils reconnaissent que les habitants sont taciturnes mais accueillants, solides mais isolés. Bref, que c'est une petite bourgade de vie au milieu d'un océan de danger. Mais que le village reste fortifié par des palissades de bois, qu'il a des rivières qui l'entourent et qui forment une espèce de barrière naturelle, et surtout que ce village-là, il se prépare à une future attaque, car il est en train de poser des pièges sur les alentours, d'abattre des arbres. Bref, ils sont en train de se protéger. Ce que voient Gotrek et Félix, c'est pas une bourgade abandonnée à son sort, pas du tout, c'est une bourgade qui se prépare à se défendre. On est dans l'Empire. Hein. Ils vont se défendre avec des haches et des arcs. C'est plus du gameplay bretonien que du gameplay impérial, hein, de base. Et pourtant, aucun sentiment de panique ou de désorganisation n'est reflété du village de Flensburg. Mais se défendre contre qui? Telle est la question. Bah voilà, c'est ça, ils se préparent à tout. Bien entendu, ils vont être accueillis dans le village. Gotrek et Félix vont leur dire bah écoutez, on a vu le village, etc. On veut bien rester parce que Gotrek, il sait qu'il y a une horde qui arrive, une harde qui arrive, il sait que c'est des hommes bêtes. Il va peut-être trouver un adversaire à sa taille. Et surtout, Kat leur a parlé de la fille. Kat leur a parlé, alors à Messner, non, mais à Gotrek et Félix, oui. Elle leur a parlé de cette femme qui ordonne aux hommes bêtes. Ce qui fait que ça attire un peu Gotrek, du genre un champion du chaos, ça pourrait être sympa ça à abattre ou à mourir contre. Donc ils vont aider à la fortification du village et y participer. Kat et Félix, à nouveau tous les deux, vont discuter un peu parce que Kat est un peu collante. Hein. Félix se s'en rend compte, elle le colle un petit peu, t'es mon héros. Alors, Félix est un banger, mais là c'est une gamine de 7 ans, encore une fois, donc on va peut-être pas pousser hein, dans l'horreur, mais Félix ne la repousse pas non plus, elle le colle pas comme un gamin qui veut une sucette, mais elle lui pose plein de questions, elle n'arrête pas de lui parler un peu, hein, vieille open up, elle lui parle un petit peu, vous savez, comme un enfant quand il est fan de toi et qu'il te pose plein de questions, il parle plein de fois, il t'explique plein de trucs, et... Félix va lui dire, ben ouais c'est bien, tu connais les habitants de ce village, comment ça se fait. Et en discutant comme ça, Kat va lui avouer 2-3 petits trucs. Voilà, avec son innocence d'enfant, encore une fois. Elle va lui expliquer que les gens qui étaient ses parents, dans le village qui vient d'être détruit, n'étaient pas en fait vraiment ses parents. Elle a été adoptée, Kat. Elle a été adoptée, elle a même été, pas adoptée, mais recueillie. Et elle raconte, normal, à Félix, encore une fois c'est une enfant, elle raconte à Félix que ses parents l'ont recueillie parce qu'elle a été trouvée dans un panier dans les bois et qu'une espèce de femme bête l'y a déposée. Cette femme bête a été abattue par les humains de Kleindorf et ont récupéré cette gamine en parfait état. Elle est absolument pas mutante, hein, Malnarion, elle est en parfait état, cette gamine de 8 ans, en disant cette gamine est abandonnée dans les bois, elle est naturelle, elle n'a pas de mutation, bah, c'est une humaine, on va la recueillir, on va pas la laisser dans les bois, elle va devenir mutante, sinon elle va devenir une bête. Donc non, on l'abandonne pas.
Et c'est surtout ses parents adoptifs qui vont lui expliquer que quand elle a commencé à grandir, cette fille rappelait un petit peu une ancienne femme, une petite noble qui vivait à Kleindorf, en tout cas pour ses parents adoptifs. Il lui expliquait que t'as une petite tête mignonne, t'as des cheveux très noirs, tu me fais penser un peu à la nièce du comte qui était très gentille, avec les mêmes cheveux que toi, et qui a disparu il y a quelques années. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, le scénario, et tu le vois venir à des kilomètres, mais quand même. Félix, en écoutant ça, mais n'ayant pas encore vu cette guerre du chaos, écoute cet enfant, et quand même est surpris d'apprendre que c'est une fille, enfin un bébé hein, techniquement, qui a été trouvé dans les bois. Et pourquoi pas. Et là, à nouveau, on repasse à Justine. Cette gentille femme, hein, bien sûr, parfaitement au-delà de la compréhension des hommes et tout ça. Et cette sœur Justine, elle est en train de discuter avec quelqu'un. Elle discute avec quelqu'un et elle discute avec un humain capturé. Cet humain s'appelle Rolf. C'est le chasseur qui a été envoyé voir si le château de Kleindorf et le village avaient bien été détruits. Merci Messner de l'avoir envoyé à la mort. Cet homme, se faisant capturer par une guerrière du chaos et des hommes bêtes, se fait torturer. Voilà. Il se fait torturer par elle, par le démon, par plein de trucs, voilà, enfin bref. On est là pour parler de bonnes choses. Dommage pour Rolf, échec au jet de discrétion, c'est littéralement ça. Il lui crache au visage en disant hey, « Retourne à l'enfer, d'où tu viens, patati patata ». Et en fait, voyant qu'elle n'arrive pas vraiment à le faire parler, elle va, en un seul coup, lui ouvrir le thorax, saisir son cœur, arracher son cœur, le poser sur l'autel où il y a les deux têtes découpées. Je remets mon beau dessin. Et sur cet autel, le cœur va prendre feu. Elle va le ressaisir dans la main. Et le cœur va rebattre. Et elle va la remettre dans le monsieur. La magie. Et du monsieur va sortir à nouveau le prince démon qu'elle sert. Le tout dans la gentillesse et la douceur, bien sûr, évidemment. Et le prince démon, invoqué par ce sacrifice, va consumer le corps de ce pauvre Rolf en quelques secondes, mais la jeune fille, Justine, va comprendre ce que Rolf a vu et entendu dans les dernières heures. Elle va comprendre que la jeune fille et que un de ses lieutenants hommes bêtes, merci Rosen pour le follow, merci beaucoup, ont été recueillis par les hommes de Flensburg, pardon, donc que sa prochaine destination, c'est là-bas, c'est Flensburg, la ville où se cache non seulement la survivante de Kleindorf, mais aussi les deux responsables de la mort de l'un de ses lieutenants, Gottrek et Félix, un homme blond et un tueur nain. Parce que rappelez-vous qu'il y avait des survivants hommes bêtes qui se sont enfuis. Son prince démon va la motiver, bien évidemment. Elle va il va la motiver, pardon. Il va la motiver en lui rappelant qui elle est. Elle est la championne de Khorne. Comment il a pu la convaincre de rejoindre le chaos? En tout cas, elle est guidée par une espèce de prophétie, je vous l'ai dit tout à l'heure, annoncée par ce prince démon. Et la prophétie est que aucun guerrier ne pourra jamais la tuer. Aucun. Justine est sûre d'elle. Pourquoi Justine est sûre d'elle? Parce que Justine, c'est pas simplement une guerrière du chaos comme tant d'autres. C'est une championne du chaos. Elle va monter à son cheval, elle va dresser l'épée au-dessus de sa tête, et tous ces hommes bêtes vont lui obéir en une seule seconde, et ils vont se diriger vers le village.
Lors de son petit voyage, Justine va expliquer tout le chemin qu'elle a parcouru pour en arriver là. Aucun homme ne peut la tuer. Non, non, non. Aucun guerrier ne peut la tuer. Aucun guerrier ne peut la tuer. Justine, vous l'avez compris, elle s'est enfuie de Kleindorf il y a 8 ans. Pourquoi elle s'est enfuie de Kleindorf il y a 8 ans? Parce qu'elle a été violée par Hugo, le fils du comte. Elle a été violée là-bas et elle est tombée enceinte. Après être tombée enceinte, elle a été déshéritée et elle s'est fait jarreter, elle s'est enfuie dans les bois. Elle a porté son enfant pendant toute la durée de sa grossesse dans les bois, seule. Et ceux qui l'a recueilli dans les bois, ce ne sont ni des hommes, ni des bêtes, mais des femmes bêtes. Première fois qu'on entend parler d'un genre chez les hommes bêtes. Est-ce que c'est une traduction un peu bancale de William King? On n'en sait rien, mais ces femmes bêtes ont accueilli Justine, l'ont aidée à accoucher et l'ont tout de suite séparée de sa fille. C'est donc bien une de ces femmes bêtes qui a déposé son enfant quelque part et Justine a perdu son humanité à partir de là. Elle a perdu son enfant, elle a perdu la femme qu'elle était, elle est devenue une servante du chaos. Voulant absolument se venger de Hugo, elle a pas étudié ou quoi que ce soit, elle a appelé de ses tripes de l'aide dans les puissances qui l'avaient entre guillemets sauvées, les forces du chaos. Et c'est là que le prince démon est arrivé. Et le prince démon lui a annoncé une prophétie. Aucun guerrier ne pourra jamais te tuer. Vas-y, embrasse la voix de corne, celle du guerrier, et deviens une de ses championnes. Atteins l'immortalité, la toute-puissance, celle qui détruira ses ennemis en un seul coup d'épée et qui participera à la chute du monde, ce monde qui t'a rejeté. En 8 ans, Justine, depuis le Wissenland, on rappelle bien qu'on est au sud de l'Empire, elle est allée jusqu'au nord du pays des trolls et a même dépassé la Norska. Elle est allée très loin au nord. Et dans tout ce qu'elle elle repense durant le trajet avec son armée, tu comprends que cette fille, et à pied en plus, à pied oui, cette fille, elle a non seulement tabassé des humains et d'autres créatures, mais elle a bourriné d'autres champions du chaos. Aucun guerrier ne peut la tuer. Elle a abattu une championne de Tzeentch, elle a abattu un champion de Khorne, un champion de Slaanesh et plusieurs champions mineurs des chaos universels. C'est comme ça qu'elle a obtenu son épée, c'est comme ça qu'elle a obtenu son armure, et le démon, le prince démon qui la subventionne, entre guillemets, pour la rendre de plus en plus puissante, pour qu'aucun guerrier ne puisse jamais la tuer, a fait fusionner son armure et son corps. Dark Héroïne, ouais, plutôt. Donc, Justine, c'est vraiment pas n'importe qui en termes de championne du chaos. Parce que non seulement elle est arrivée jusqu'au au nord, et elle est revenue sur ses pas, du haut de son cheval qui s'appelle Ombre, qui est un destrier du chaos. Un destrier d'ailleurs qu'elle a volé, enfin elle a abattu son maître et elle a pris son cheval en termes de trophée. Bref, c'est quand même une championne du chaos. C'est vraiment impressionnant le parcours de la fille pour une no-name. Motivée par sa prophétie, rien ne pourra jamais l'arrêter. Trouver la fille, abattre la dernière suivante de la honte qui fait d'elle encore une parcelle d'humaine. Et tout simplement continuer le ravage du monde par sa puissance. Surtout qu'elle a une carte spéciale qu'elle a ramenée depuis les désolations du chaos et qui lui a permis de vaincre à Kleindorf. Chose qu'on n'arrive pas encore très bien à décerner pour l'instant dans le roman. On va comprendre ce que c'est plus tard. On revient au village. Dans le village, Félix, quelques habitants et Kat se retrouvent au temple de Sigmar à l'intérieur de la bourgade. Plusieurs personnes vont être en train de prier
Félix est là simplement pour avoir un milieu de calme. Kat, bien sûr, l'accompagne. Et Kat, bah, un petit peu, pas en panique, mais triste ou apeuré, se colle un peu à Félix en lui disant « J'ai fait un cauchemar cette nuit ». Félix va essayer de la rassurer du mieux qu'il peut, lui expliquant bah, « C'est pas grave, les cauchemars, ça arrive, surtout après ce que tu as vu ». Et Kat va juste lui rajouter un truc. Ouais, mais j'ai fait exactement le même cauchemar la nuit avant l'attaque de mon village. Et là, Félix, il est. Et là, il fait. Bouit. C'est. Voilà. Voilà. Rassurant, non. Voilà, pas rassurant du tout. Ça ne manque pas. Le lendemain, bien évidemment, le village, donc Felsberg, va être encerclé par l'armée de Justine. Ah oui, c'est vrai, pardon. C'est louche. C'est très louche, mais on sait déjà qui c'est ça. Le village va, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, être fortifié. Le village est composé, par contre, là aussi vous l'avez compris, pas de troupes régulières de l'Empire. Ce sont les bûcherons, des hommes du peuple, des hommes forts du peuple, qui protègent ce village. Des archers, des combattants au corps à corps à la hache. Ce sont des durs à cuire. Hein. Ce ne sont pas n'importe qui comme habitants de l'Empire. Ce ne sont même pas des Ulrichiens. Hein. On est bien dans du Wissenland encore. Bien évidemment, ils ont compris que Rolf, leur éclaireur, ne reviendrait pas, que ce qu'ont dit ces étrangers est vrai. Ils n'ont pas fait les têtes de bûche. Messner, qui est le chef de ce village, l'archer qui dirige ce village, protège et a ordonné les protections de ces gens-là. Face à eux, bien sûr, le chaos prépare son attaque. Les hommes bêtes ne sont pas les seuls à être là. Les fortifications en bois, certes, sont solides. Ça peut repousser les hommes bêtes. Les hommes bêtes ne sortent même pas de l'orée des bois, restent sous la canopée des arbres, ne vont pas dans le No Man's Land qui a été creusé par les habitants de Fleinberg et qui a été entièrement piégé, hein, qu'ils ne savent pas encore, un petit peu pour créer de la panique qui n'atteint pas vraiment les défenseurs. Et on comprend que Justine n'est pas venue seulement avec ses hommes bêtes. Elle est venue avec son armée. Une armée composée d'hommes bêtes en principal pour ses éléments les plus forts, mais aussi d'énormément de mutants. Elle a une aura, donc elle est bien une championne du chaos pour avoir une aura qui atteint à la fois des mutants et à la fois des hommes bêtes. Et elle a, surtout, ce qui fait lâcher un juron à Gotrek. Elle a avec elle un trésor qu'elle a ramené du Nord. Un trésor avec ses propres esclaves qui sont les seuls à pouvoir le toucher et l'utiliser. Elle a un canon. Un canon qu'elle a ramené des désolations du chaos et qui n'a avec lui que des esclaves pouvant l'utiliser. Ça fait une bien grande horde pour un si petit village, c'est ça. C'est sous-entendu que c'est un canon nain du chaos. Pourquoi? Parce que Gotrek, lorsqu'il le voit, ce canon, dit à Félix de ne pas bouger, car il arrive, lui, en tant que nain, et en tant qu'ancien servant de canon, on comprend qu'il a été canonnier dans sa vie avant d'être tueur, il a servi en tant que servant de canon, il arrive à lire la direction du canon, et il peste en voyant les servants qui le servent. Donc on a une espèce de petit... Ah, il y a un petit peu des nains du chaos là, déjà. Boum, premier roman, il y a déjà des nains du chaos, allez, let's go. On ne sait pas trop si c'est un canon apocalypse, si c'est un canon classique, un canon en plusieurs fûts. C'est un peu vague. Surtout que, bon, vous allez comprendre, c'est littéralement la clé de voûte. Voyant ça, Gotrek, en 2 secondes, c'est bah voilà comment ils ont eu le château. Ils l'ont détruit avec ça. Et le canon va tirer 3 fois. Et 3 fois, il va abattre 3 morceaux de palissade. Il va abattre 3 trous énormes dans la palissade de Flensburg, condamnant littéralement le village à l'attaque de la horde qui suivra juste derrière. Là c'est l'orgie. Hein, voilà, là c'est le bourrinisme, hein, on va pas se mentir.
Easy. Voilà, c'est easy. Hein. C'est vraiment easy. Il n'y a pas vraiment de discussion à avoir. Le village, perdant son avantage défensif, va voir la horde d'hommes bêtes et de créatures du chaos lui foncer dessus pour détruire et bousiller tous ses habitants, les massacrer jusqu'au dernier. Les pièges qui ont été posés quand même vont fonctionner. Ça va tuer des dizaines et des dizaines d'hommes bêtes, de mutants, avec des fosses à pic, etc. La violence des pièges des forestiers. Et le roman nous explique que à peine un homme bête a un pied bloqué dans un piège, que la horde l'écrase en avançant pour que son corps bouche le piège. Oui, car la violence n'est pas une solution. C'est la solution. Évidemment. Ça pourrait être sympa à faire comme bataille narrative, j'avoue, c'est ça. Bah c'est sympa ça. Salut mon soleil, j'espère que tu vas bien. Et donc, c'est pas la panique, mais on comprend que là, il va y avoir une bataille de fou. Et cette bataille, on va pas la voir du point de vue de Félix, on va pas la voir du point de vue de Gotrek. On a à nouveau le point de vue de Kat. On a à nouveau le point de vue de cette gamine. Kat, qui s'était réfugiée dans le temple de Sigmar à l'intérieur du hameau, la bourgade va très rapidement comprendre que de toute façon tout est foutu. Elle revit en fait le PTSD qu'elle a eu à son propre village et va tenter de se cacher à nouveau à un autre endroit. Bien entendu, quand elle va sortir, c'est la baston totale et pure autour. Elle va voir des hommes bêtes passer à travers, défoncer des humains défoncer des hommes bêtes, des mutants qui essaient de grimper sur les murs, des archers qui les font tomber. C'est la guerre, vraiment ça sera la guerre totale à ce moment-là. Trauma l'enfance de Warhammer. Bon, c'est une gamine du monde de Warhammer. Il y aura quand même des petits points qui vont se passer, qui va attirer l'œil de Kat, mais aussi de Félix. Voyant que ces hommes bêtes ont percé et que les trous qu'elle a fait dans la palissade sont déjà investis par ses propres troupes, Justine va foncer avec son cheval en massacrant les cadavres pris dans les pièges face à elle et va entrer dans Flensburg triomphante sur son cheval ombre qu'elle a ramené des Désolations du Chaos. Et tout d'un coup, son cheval se prend une flèche et tombe au sol, mais est suffisamment résistant pour que lorsqu'il meurt, tombe lentement au sol, laissant Justine descendre de sa selle et non pas tomber au sol. La flèche très certainement tirée par Messner. Messner qui vient de bousiller un de ses trophées du chaos. Bon, voilà. Voyant ça... Il ne reste alors qu'une seule solution. On pourrait les prendre par surprise. Chargez! Elle va se lancer complètement dans la guerre. Elle va foncer en termes de bourrinisme dans le combat. Kat va voir ça. Kat va voir les humains reculer jusqu'au moment où, face à Justine, va se trouver quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Motherfucker Gotrek. Et là, on a The Défi. On a le face-à-face. Regardez-moi ce musculeux Gotrek. On a le face-à-face Gotrek Justine. Il a fait des abdos la veille à la salle. Ah ouais, littéralement, il a soulevé des bustes. Face à Gotrek sur le rythme de la chanson de Face à la mer, j'avoue. Il est musculeux. Let's go, Justine. Moi, j'ai tout pareil après une raclette. Exactement la même. Hein. Je me ferai jamais assez téton. Oui, bah, calme-toi, Silmar. Ça, c'est ton côté Slanesh. Il va finir plus large que haut. Bah, en même temps, c'est un nain tueur. Le défi va être dantesque. Gotrek ne va même pas réussir à être offensif contre Justine. Justine a tellement de vitesse et de puissance, c'est une championne du chaos, que Gotrek ne pourra que contrer ses attaques avec sa lame. Mais ça montre aussi que Gotrek est déjà suffisamment puissant pour arriver à la contrer, mais en plus est assez dextre pour pouvoir ne se prendre aucun coup. Mais il n'a pas assez de puissance, enfin, il a assez de résistance et d'endurance pour ne pas se faire envoyer au tapis ou bousculer par la puissance des coups de Justine, mais il va pas avoir assez d'énergie ou en tout cas assez de tactique militaire pour dépasser la capacité de combat de son adversaire. Gazelle contre Rhino, ouais, on va dire ça comme ça.
Mais c'est une gazelle, c'est une springbox, hein, c'est un truc qui te met un coup de corne, t'es à terre. Hein. Le combat va être assez dantesque, mais tu vas très vite comprendre que Justine est à égalité avec Gotrek, voire un peu plus forte. Gotrek, il s'en fout, il est là pour mourir encore une fois, il est face à un adversaire qui vaut le coup, et bien évidemment, le défi va se faire surprendre, va se faire arrêter, le défi va se faire stopper parce que une horde d'hommes bêtes, voyant leur chef en train de combattre un nain, vont se jeter vers le nain pour massacrer cet adversaire. Qu'importe si la chef elle n'arrivera pas à faire son défi, ils s'en foutent, ce sont des hommes bêtes, ce sont des bêtes, ils ne respectent pas vraiment l'ordre quand le sang coule un peu partout. Et ce qui va sauver la fille de Gotrek, ce qui va sauver sa vie, c'est pas son acuité sur le fait qu'un morceau d'une horde le charge, non. C'est Kat. Kat qui va voir le défi de Justine et de Gotrek et il va hurler à Gotrek « Attention, il y a des mondes qui arrivent qui va te sauter dessus ». Gotrek, voyant ça, va esquiver au dernier moment la charge des hommes bêtes qui vont tout de suite après partir dans tous les sens pour essayer de le bourrer et qui vont donc le séparer de Justine. Et la dernière chose que va voir Kat, c'est justement le regard de Justine qui le croise. Justine se met alors à sourire parce qu'elle voit sa proie. Elle voit la fille qu'elle a elle-même épargnée la veille, enfin il y a quelques nuits. Elle va s'approcher, dégainer sa lame, et elle va tuer Kat. Cependant, à ce moment-là, au moment où Kat, de ses 7 ans, voit sa mort pour la 4e fois en une semaine lui arriver sur la tronche, c'est l'arrivée de Félix. Félix arrive à pleine vitesse avec sa lame enchantée et les coronesses de Félix ne raclent le sol au moment où ce barde fait face à Justine. La chose qui va choquer Félix dans sa course pour stopper cette femme qui allait tuer Kat, c'est bien évidemment la ressemblance flagrante entre Justine et Kat. Elles ont les mêmes cheveux, la même bouche, le même nez. Tu vois qu'il y a donc un lien de parenté entre toutes les deux. Voir sa mort arriver 4 fois en une semaine, c'est une enfance ordinaire dans le monde de Warhammer, complètement. Je ne suis pas un guerrier, je suis un poète. C'est ça. Elle vient de là, la scène du Seigneur des Anneaux, c'est à peu près ça. Félix Potin, ah, littéralement. C'est la même tête, c'est parce que c'est décidé par une IA. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Et le défi va être un souillage. Félix va se faire défoncer. Mais vraiment, hein, vraiment, il va se faire défoncer. Il va tenter 2-3 parades et directement, elle va lui montrer sa puissance et sa dextérité. Il va réussir une chose qui n'est pas dénuée d'importance. Il va réussir à faire lâcher son épée. C'est grâce à sa course et sa frappe effrénée avec une larme enchantée, quand même, on n'oublie pas, que Félix va réussir à faire lâcher son arme à Justine. Et il va se rendre compte que même désarmée, elle le défonce. Il se fait choper à la jugulaire. Il va tenter de la frapper. Elle va frapper son poignet, lui faire lâcher son épée. Et il va se retrouver au corps à corps contre elle. On rappelle que Félix, hein, quand même, dans le roman dans le chapitre de Caraco Épique, il a quand même combattu au corps à corps contre un orc. Il a des coronesses quand même, Félix. Mais alors là, il fait pas le poids. Autant contre un orc, il a réussi à avoir le monopole et à réussir parfois à s'en sortir très difficilement parce qu'il y avait une rivière qui lui a sauvé le cul. Mais là, il fait clairement pas le poids. Il se fait prendre 2-3 branlées physiques, et pas celles que vous pensez, bande de dégueulasse. Il se fait mettre au sol, dominé par Justine, presque à se faire OS, et il se fait en fait étrangler d'une main par Justine au sol. Justine lui explique
qu'elle doit tuer tout le monde ici, elle doit tous les abattre, elle est la puissance incarnée, elle est la championne de cornes, aucun guerrier ne pourra jamais la tuer. Cependant, c'est à ce moment-là qu'une lame, la lame de Félix, transperce de part en part le dos de Justine. C'est Kat. C'est Kat qui a ramassé l'épée de l'épée de Félix, et qui vient de planter Justine en arrivant avec ses 7 ans à soulever la lame de Félix. Félix, voyant son adversaire passer à genoux au sol face à lui, va saisir sa dague et va lui aussi la planter dans cette femme qui est face à lui en train de l'étrangler. Ça va non plus, c'est pas super lourd, mais quand même. Aucune personne de plus de 8 ans ne peut me tuer. Justine se fait abattre par Kat dans le dos et se fait tuer par Félix. Kat qui arrive à soulever Karagoul à 8 ans, chapeau la gamine. Et bien justement, le roman t'explique que la lame est en fait très légère, même dans les mains de Kat, mais que c'est bien quand même la puissance d'une gamine de 8 ans qui arrive à percer une armure du chaos. Bon, elle a loupé son armure 4+, que voulez-vous? À 4 ans, je combattais déjà contre des bœufs, bien évidemment. Merci Mad Monkey, merci beaucoup pour ton follow à l'instant. Et Rosanne aussi tout à l'heure. Rosanne, je te troll, excuse-moi, j'ai pas dit tout à l'heure. Merci beaucoup. Elle est vraiment grande aussi, cette armure. Non mais voilà, ça m'a fait rire à ce moment-là. C'est un homme sans verre. Ah, dégueulasse, JB. Dégueulasse. Et donc, au moment où il la plante, Kat se met à... Justine se met un peu à rire en faisant des gargouillis de sang, comprenant qu'elle a été vaincue, non pas par un guerrier en effet, mais par sa propre fille, car bien évidemment, vous l'avez compris, Kat, c'est la fille de Justine. Justine tombe au sol et en une seule minute se désintègre. Son armure boit son corps et l'armure commence à rouiller, à sortir et devenir du sable en quelques secondes. Félix, voyant ça, comprend que Justine en fait est morte depuis très 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 longtemps et ce qui la maintenait en vie véritablement c'était sa rage, sa quête et bien évidemment l'armure. Le chaos ne pardonne pas à ceux qui échouent, bien évidemment. Il va relever la tête et va voir justement Kat, apeurée, subjuguée par ce qu'elle vient de faire, ce qu'elle vient de voir, pas subjuguée de plaisir mais de terreur et d'incompréhension, et ça va sauter aux yeux de Félix. Il va comprendre le lien de parenté entre les deux. Il vient de comprendre que Kat vient de tuer sa mère et que sa mère est une guerrière du chaos. C'est sa mère qui a massacré son village, qui a attaqué ce village-là. Et autour, c'est toujours la guerre. C'est toujours les hommes bêtes absolument de partout. Et le chapitre va faire une pause et on va directement passer au lendemain. Mais la bagarre? Eh ben non, voilà, désolé, mais le roman, hein, on a raconté les protagonistes, le reste, ce ne sont que des PNJ. Le lendemain, on va avoir compris que le village de Flensburg a été sauvé. Une fois que Justine est morte, les hommes bêtes ont perdu toute cohérence. Pourquoi? Parce que les autres lieutenants qui pouvaient commander la horde se sont tous fait défoncer par Gotrek. Les uns après les autres durant la bataille. Et ce qui a sauvé le village, contre quand même la horde de mutants qui était présente à l'intérieur des murs, c'est l'arrivée dans le village des forces du duc. Parce que rappelez-vous, Messner avait envoyé certains de ses archers dans la ville prochaine, et la ville littéralement, pour aller prévenir le duc qu'une attaque de guerriers du chaos, ou en tout cas d'hommes bêtes, menaçait les villages alentours. Et des chevaliers en armure étaient arrivés pour bourriner les mutants et les hommes bêtes en tant que percés. Le canon a été détruit par les chevaliers. Donc, le village est sauvé.
Happy ending, happy ending. Et c'est justement le surlendemain de la victoire. Gotrek et Félix vont laisser le village. Ils n'ont plus rien à faire ici. Les champions du chaos ont été abattus. Gotrek n'a toujours pas trouvé la mort. Ils continuent donc leur chemin vers Nuln. Et c'est Kat, avec Messner, qui a aussi survécu à la bataille, c'est Kat qui va faire presque tout pour tenter de suivre Gotrek et Félix dans leur aventure. Elle les adore, hein, littéralement. Elle a vu Félix la défendre au péril de sa vie. Elle a vu Gotrek abattre des champions du chaos qui avaient en plus, des hommes bêtes qui avaient tué ses propres habitants de son village. Et c'est une enfant. Elle n'a pas vraiment compris que sa mère était une guerrière du chaos. Elle n'a pas d'essence du chaos en elle-même. C'est juste que elle est d'une descendance d'une chaotique. Et ça, Félix le sait. Donc, d'accord, t'es mignonne. Elle est trop mignonne, mais tu peux fermer ta gueule, s'il te plaît. Alors, bien évidemment, il l'envoie pas chier, hein, pas du tout. C'est Félix, il tient à elle. Et il tient vraiment à elle. Pourquoi ? Parce qu'il annonce à personne qu'elle ressemblait à Justine et qu'il a compris que c'était sa fille. Il ne dit pas ça à Messner, il ne le dit à personne, il ne le dit même pas à Gotrek. Et tout simplement, il garde ça pour lui. Pourquoi ? Parce que Messner se porte garant. Il se dit, écoutez, moi je suis chef de ce village, on a survécu, j'ai une famille bien composée, j'ai de quoi l'accueillir, je la recueille, ça devient ma fille. Il l'adopte. Voyant que Kat sera bien plus en sécurité avec un homme aussi droit que Messner dans un village qui a réussi à survivre à une attaque du chaos, eh bien Félix va la laisser là, va lui faire comprendre qu'il ne peut pas les suivre, c'est trop dangereux et qu'elle est plus en sécurité ici. Et le roman va se terminer, le chapitre va se terminer avec Gotrek et Félix qui part, mais un Félix qui part, ainsi qu'un Gotrek, qui se sont tous les deux attachés à cette jeune fille, qui les voyaient comme des héros, et tous les deux partent avec un petit peu de regret dans le cœur, mais en se disant quand même qu'elle est en sécurité. Donc voilà. Vraiment, moi, c'est l'un de mes chapitres préférés. Hein. Comme je vous l'ai dit, le scénario se lit complètement. Hein. On le voit à des kilomètres que c'est sa fille, etc. Mais j'aime énormément le passage, la lente chute dans le chaos de Justine. Toute son histoire, je la trouve vraiment très intéressante. Et comme l'a dit quelqu'un dans le chat, je ne me souviens plus de qui, pardon, mais ça ferait une excellente bataille à faire en table. Si vous avez aimé ce roman, n'hésitez pas à l'acheter à eBay sur 352 €. Pas du tout, Mec Benzen, il est gratos disponible sur le Discord. De rien, Guillaume, avec plaisir. Et le comte Hugo, réel connard de l'histoire, il est crevé, survivé après le premier village. Oui, Malarion, c'était l'une des têtes coupées sur l'autel.